Ok. Eh bien, écoutez, on a parlé de réseau, donc je vais rester dans le même sujet, peut-être un peu moins technique, mais pour donner un aperçu. Donc on va parler de sécurité des équipements réseau. Alors je vais peut-être un peu moins me concentrer sur les équipements grand public et plus sur on va dire les infrastructures de cœur dans la démarche. Donc je m'appelle Pierre Bezombe, moi je suis ingénieur réseau. Donc, la sécurité, je m'y intéresse comme ça, parmi tant d'autres, parce que c'est un sujet connexe et parce qu'il y a une actualité assez chargée, comme on va voir. Donc une petite introduction. Donc les motivations derrière ce talk, c'est dans l'idée de vous donner un peu une vue d'ensemble sur un petit panorama sur les équipements réseau. En soi, je pense qu'il n'y a rien effectivement de nouveau, mais le savoir n'est pas forcément consolidé. Donc c'était un peu le but de la démarche. On va revoir ce que c'est donc un équipement réseau, comment ça fonctionne, comment nous, au niveau en ingénierie réseau, on le conceptualise. Voir un petit peu quels sont les vecteurs d'attaque communs et qu'est-ce qu'il en résulte. Et après, quelques conseils en toute humilité. Et puis l'idée, c'est, j'espère que ça pourra profiter, et à la fois donc en sécurité offensive, peut-être pour ouvrir, donner des axes de réflexion, des axes auxquels on n'aurait pas pensé pour faire du pentest. Et puis sur les défenseurs pour donner des axes de réflexion sur la partie solidification des infrastructures et bien prendre en compte l'entièreté des équipements, l'entièreté des protocoles qui tournent dans les modèles de menaces par exemple. Voilà pour les motivations. Comme je disais, l'actualité, en ce moment, ça n'arrête pas. Enfin, depuis un petit moment, j'ai pas fait de statistiques sur les vulnérabilités, mais en tout cas, en ce moment, c'est assez chargé. J'en ai mis quelques-unes. ForceCout qui a fait des audits sur différents démons BGP. Il y a eu du grabuge. Des vulnérabilités dans les produits bien connus, Fortinet, F5, Nginx. Cisco Talos qui nous dit que les infrastructures critiques de télécommunications sont sous pression, forcément. Après, sur des routeurs de gamme différentes, ZigZell avec des gros CVSS. Et puis, toutes les activités sur les routeurs qu'on peut avoir chez nous. Donc qui peuvent être exploités à divers fins, notamment botnet et compagnie, et tout ce qui est IoT peut rentrer dans ce scope-là. Tout ça, ça va de pair, à mon sens, dans un contexte plus global, donc une situation géopolitique compliquée, la guerre en Ukraine, tout ça, et une situation aussi économique compliquée, qui va de facto pénaliser les défenseurs. Et la situation géopolitique, ça fait que, par exemple, on peut se rappeler les disruptions qu'il y avait eu sur Viasat, sur le réseau de satellites KASAT, où ils avaient distribué un malware qui a impacté bon nombre de personnes qui avaient briqué des routeurs. Donc voilà, des infrastructures sous pression parce que ce sont des infrastructures tout en somme critiques. Donc je repars, je vous donne ma définition d'un équipement réseau en règle générale. Pour moi, quelle que soit sa forme, un équipement réseau, c'est un ordinateur. Et la seule chose qu'il a de différente, c'est qu'il est conçu et optimisé pour traiter et faire pour transmettre et faire divers traitements sur des paquets de données. Donc il va pouvoir les altérer, il va pouvoir faire plein de choses, mais son but, c'est juste de transmettre le plus rapidement possible des paquets d'une interface A à une interface B. Et voilà, potentiellement ajouter un petit peu d'intelligence dans tout ça. Ce device-là, la deuxième particularité, c'est qu'il va participer dans une topologie, dans un plus grand ensemble. Donc il va discuter avec des interfaces standardisées qu'on appelle des protocoles. Et donc un ensemble d'équipements va former donc un maillage, un réseau. Donc voilà pour repartir de la définition de l'équipement réseau. Donc où est-ce qu'ils sont ? Eh bien, partout, tout autour de nous, ils sont parmi nous.
Ça va de la borne Wi-Fi, de l'antenne GSM. Alors GSM, c'est antenne 3G, 4G, 5G, pour être plus actuel. Ça va être du réseau filaire qu'on voit pas, qui est sous nos pieds dans la rue. Ça va être du câble sous-marin. Ça va être du satellite. Ça va être un petit peu partout. Avec l'IoT, on a aussi une base de devices qui a largement explosé. Et une base de bridge entre différents protocoles, entre différents médias, entre différentes technos. Donc partout, ils jouent un rôle critique au niveau de nos sociétés, parce qu'ils permettent d'assurer des services vitaux, et c'est pour ça, donc, de fait, qu'ils sont devenus une cible. Et donc c'est pour ça que il est nécessaire, de reprendre, je voulais reprendre un peu en considération comment ça fonctionne et comment peut-être mieux les protéger. Donc pourquoi on compromettrait un device réseau? Pour moi, il assure 3 fonctions de base. Un, comme on l'a dit tout à l'heure, il transmet des paquets, et donc il assure un service de transmission. 2, il interconnecte des entités, alors ça peut être des entités au sens entreprise, collectivité, n'importe quoi, des entités différentes et des segments réseau différents. Donc, et potentiellement, ces différents réseaux qu'on interconnecte, ils ont des niveaux de sécurité différents. Donc, il traite les paquets, il interconnecte des réseaux, par extension des entités, et ensuite, il va matérialiser en un sens une politique, par exemple, de sécurité. C'est-à-dire que dans votre entreprise, dans n'importe quelle organisation, on va définir une politique high level, et puis à un moment, cette politique, il va falloir l'appliquer, et puis en détail, ça va arriver dans potentiellement une configuration réseau où on va dire on veut segmenter ci, ça, mettre une ACL, une règle de firewall, un VLAN, une VRF, faire tout un tas de choses. Donc, en gros, l'équipement réseau va être ce point de traduction, de dire on passe de quelque chose d'un peu abstrait à quelque chose de concret qui va appliquer en fait la politique. Donc pour moi, ça assure ces 3 fonctions. Donc, à partir de là, le constat, c'est que l'équipement réseau, il peut être à la fois, il peut offrir une protection, mais d'un point de vue offensif, ça va être aussi celui qui va vous donner la possibilité de faire des choses et de rebondir ailleurs. Donc, si on part, pourquoi on le compromet de ce postulat-là? Si on altère la façon dont il transmet les paquets, on va faire un déni de service. Donc, derrière un déni de service, on peut demander autre chose. On peut et recevoir le déni de service et aussi être à l'origine du déni de service, dans les 2 cas. On peut demander des rançons, on peut faire des choses comme ça. Si on compromet l'autre, étant donné qu'il est connecté à nombre de réseaux, c'est son rôle. Ça peut servir de point de saut pour aller rebondir dans un réseau potentiellement qui ne serait pas exposé. Donc, altérer des règles, ça vous donne plus de capacité de mouvement. Et enfin, on peut aussi avoir des scénarios où on va spoofer des services et puis arriver à récupérer en fait de l'information, soit du trafic, soit d'autres informations tiers, en injectant des configurations ou en usurpant par exemple un serveur DNS. Donc voilà un peu le point. Le point, ça peut être un point où on fait un déni de service, ou un point où on pivote, ou un point où on collecte des infos. Donc, si je reprends l'équipement réseau, l'anatomie d'un équipement réseau, il est constitué de plusieurs plans d'opération. Nous, au niveau, entre ingénieurs réseau, on s'est à peu près accordé sur un modèle. On a ce qu'on appelle un control plane, un management plane par extension, un data plane, et après moi j'en ai rajouté un petit dernier, j'appelle ça le policy plane, qui peut être, que je considère, maintenant on utilise, on va le voir après, un tas de contrôleurs externes qui vont venir piloter nos équipements réseau. Ces contrôleurs externes sont de plus en plus exposés. Donc c'est un plan où on va définir en fait la politique qu'on veut injecter dans nos équipements. Donc ces différents plans, donc il y a peut-être, c'est peut-être pas tout à fait clair suivant les équipements, mais c'est le concept. Donc sur les équipements, les gros équipements de routage, etc., la distinction entre les différents plans, le control plane, management plane et le data plane, elle est assez claire. C'est potentiellement des
des briques physiques différentes, par exemple dans un châssis ou autre. Voilà, sur un serveur ou sur autre chose, ça peut être un peu plus flou, mais c'est le concept. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on a l'équipement réseau, le management plane, control plane et le data plane. Tout ça s'échange des informations au fil du temps. Si je regarde, par exemple, donc, on va passer les plans un par un. Le control plane et le management plane. Alors là, j'ai fait apparaître le petit CPU. C'est que généralement, il tourne sur le même morceau de hardware. C'est du x86. de l'ARM, des choses comme ça. Avant, il y avait du MIPS, des trucs. Donc aujourd'hui, ça se focus plutôt sur ARM x86. Donc généralement, c'est là où est toute l'intelligence du device, c'est-à-dire où on va faire fonctionner l'ensemble des services essentiels. Donc les services qui vont maintenir le routeur en bon fonctionnement, les services qui vont maintenir tous les protocoles que supporte le routeur, donc ça va être les protocoles de routage, ça va être des protocoles d'adjacence divers et variés, protocoles qui vous font les gateways redondantes, etc. Et aussi, donc le control plane, il va être chargé d'agréger l'ensemble des informations, par exemple au niveau du routage, il va récupérer l'ensemble des informations, il va les traiter, les préparer et injecter ces informations dans le data plane. On va dire qu'il va programmer le data plane. Donc il a un rôle central, c'est un peu le chef d'orchestre local. Le management plane, bon c'est vraiment lié. Management plane, lui, va donner accès au routeur en termes d'administration, en termes de supervision, de monitoring. Voilà. Donc il y a beaucoup de protocoles. Aujourd'hui, avant on avait du SNMP, des choses comme ça. Maintenant on a d'autres choses, du gRPC, des API qui tournent, il y a plein de trucs. Donc tout ça, ce management plane, c'est plus une séparation conceptuelle, mais c'est tout ce qui va vous donner l'accès au device pour l'administrer. Enfin, le data plane, là on est sur un composant qui est théoriquement de façon au niveau du hardware qui est différent. Et donc généralement c'est à base de ce qu'on appelle d'ASIC. Donc c'est des circuits qui sont dédiés à faire une fonction bien précise, donc Application Specific Integrated Circuit en anglais. Donc ça va être un circuit qui va être peu flexible, pas comme un CPU où vous pouvez lui faire n'importe quoi. L'ASIC, lui, va être dédié à une fonction spécifique. Donc là, en l'occurrence, à traiter des paquets et à faire un certain nombre d'opérations dessus par rapport au protocole réseau. Donc ceux qui font du crypto et des choses comme ça savaient qu'on pouvait utiliser des ASIC pour computer des hashes. C'est là le même concept. En fait, on programme une puce à faire une action ou un ensemble d'actions bien spécifiques. Donc le control plane, lui, comme on disait tout à l'heure, il va préparer les infos et il va les injecter dans le data plane. Et après, le data plane, lui, il va traiter les paquets de façon très efficiente pour transmettre les paquets le plus vite possible. Donc là, on est sur l'équipement réseau. Et enfin, le dernier point, aujourd'hui, on a beaucoup de solutions réseau qui utilisent un contrôleur externe, alors que ça soit des solutions d'équipementiers ou alors des gens qui font ça, des solutions construites maison. On va faire un contrôleur pour pouvoir bien exposer le réseau, le rendre un peu plus consommable. Donc le contrôleur va être le point où on va dicter la politique du réseau. Donc on va abstraire un petit peu les configurations. On va potentiellement donner des API. Et puis après, derrière ces API, le contrôleur va lui se charger de faire la traduction et d'aller pousser les informations précises dans les équipements. Donc le contrôleur, en un sens, lui aussi peut modifier comment le trafic est traité. Dans les contrôleurs, aujourd'hui, dans les architectures, on va dire, modernes, depuis quelques années, parce que les contrôleurs, il y en avait avant, ceux qui ont fait du Wi-Fi, de la téléphonie, des choses comme ça, les firewalls avaient leur manager. Donc c'était là où je note la différence, c'est que c'était des contrôleurs qui géraient donc un environnement un peu clos, qui vous permettait de faciliter des tâches d'administration. Aujourd'hui, le paradigme, c'est vraiment de rendre le réseau consommable. Donc les contrôleurs, ils vont être beaucoup plus exposés parce qu'on veut publier leurs fonctionnalités. Donc il va y avoir des API pour aller taper sur ces contrôleurs. On va pouvoir les insérer dans un ensemble plus grand
au sein d'une entreprise, par exemple une solution de cloud qui viendrait venir consommer le réseau pour aller provisionner un VLAN, quelque chose comme ça, pendant que la VM est en train d'être créée. On peut imaginer donc voilà, le réseau être consommé par d'autres services, d'autres solutions. Donc ça rend le réseau, en un sens, d'un point de vue sécurité, un petit peu plus exposé. Voilà les briques essentielles. Sur le landscape, donc le panorama technologique, depuis que je fais du réseau, il a largement évolué. Il y a aujourd'hui maintenant beaucoup de types d'équipements réseau différents et de form factors. Donc on va avoir des équipements réseau qui sont hardware, donc à l'ancienne, des châssis, des boîtes, voilà, dédiés à faire du réseau. Maintenant, on va retransformer des serveurs pour leur faire faire des activités réseau, ça de plus en plus. Parce que dans les serveurs, on va pouvoir mettre des cartes avec des offloading, on va pouvoir même mettre des cartes un peu plus intelligentes, ce qu'on appelle des DPU maintenant, qui ont leur propre OS, leurs propres outils. Beaucoup de machines virtuelles. Quand on essaye de faire des clouds privés, tout ça, on va mettre du réseau à base de machines virtuelles pour faire quelque chose d'un peu plus de service. Et maintenant, énormément de fonctions réseau sont poussées en conteneurs. Donc il y a cette partie-là où j'ai des fonctions réseau qui ont ces différentes fonctionnalités, enfin ces différentes formes. Je peux avoir des équipements réseau qui vont être chez moi, on-premise, qui vont être dans le public cloud, c'est-à-dire que je vais vouloir lancer des VM dans le cloud et faire du réseau là-bas. Ou alors je vais pouvoir reposer sur mon cloud service provider pour aller consommer des fonctions réseau. Donc voilà, il y en a un peu partout. Et puis après, il y a tout ce qui est stack d'accélération software qu'on va retrouver côté serveur, côté container. On va avoir des choses, alors BPDK, BPF, XDP, qui vont être des stacks pour améliorer le traitement des paquets sur des serveurs un peu general purpose. Donc, une grande surface, quoi. Des briques de services réseau un peu partout. Au niveau des stacks logiciels, beaucoup de dépendances. Alors là où on avait un ensemble de constructeurs à un instant T, il y a une dizaine d'années, qui avaient leur implémentation propriétaire des protocoles de routage, etc. Donc ça, on l'a toujours. Maintenant, on a de plus en plus de démons open source qui vont être réutilisés par certaines solutions, soit après, les personnes vont venir les consommer et les utiliser dans leur topologie et faire leur solution maison avec. On va avoir retrouvé beaucoup de software plutôt qui étaient utilisés côté système, on va les retrouver dans le réseau. Donc on augmente notre base. Et ensuite, aujourd'hui, il y a une grosse tendance, c'est à l'automatisation, où on va vouloir améliorer notre time to market pour aller provisionner des choses ou offrir des services à d'autres, que le réseau aille offrir des services aux autres entités, aux autres corps de métier. Et donc pour ça, soit on utilise des choses propriétaires, soit on fait du dev maison. Et là, on va arriver dans un cas où on va avoir énormément de dépendances, voilà, plus ou moins sans le vouloir, auxquelles il va falloir faire attention. Donc des dépendances en termes de code qu'il va falloir suivre. Donc, mais bon, on a de la tech. C'est l'important. Donc, basiquement, j'ai fait un petit exercice. On avait des petits ensembles d'acteurs. Et puis moi, aujourd'hui, quand je regarde, ça fait plutôt ça. Donc, il y en a partout. Et pour les équipes d'infrastructure, on va voir que c'est pas anodin. Donc, pour moi, il y a plusieurs facteurs qui ont explosé. Le nombre de solutions et les dépendances. Donc, la complexité que ça a à faire. La charge que ça pousse sur les équipes d'infra, donc ça c'est pas anodin, et puis l'exposition, interne, externe, tiers, parce que quand on va reprendre des briques
une brique X à un endroit, une brique X à un autre endroit, une brique open source ici, un autre 10 constructeurs différents, eh bien, en termes de gestion de notre surface, de notre exposition, de nos dépendances, ça va être très compliqué à gérer. Donc, tout ça me fait dire que la surface d'attaque, elle augmente. Partant de ce principe, passer un petit exercice. J'ai fait plan par plan, un peu évaluer qu'est-ce qui tourne et qu'est-ce qu'il est possible d'exploiter et donc quels sont potentiellement les résultats. Donc sur le management plane, tous les services d'accès, on va retrouver les connus, SSH, FTP, SNMP, NTP. On va avoir maintenant des APIs, tous les équipements, on va dire de ce nom, ont une API. Donc il va y avoir un serveur web qui va tourner. Maintenant, on fait pas mal de télémétrie à base de gRPC, GNMI, un serveur qui va tourner. Et puis il y a une tendance qui est à l'ouverture des OS, c'est-à-dire que là où les constructeurs avaient des OS relativement fermés, maintenant on essaye de plus en plus les ouvrir. Donc ils donnent accès soit au Linux, maintenant il y a quand même une grosse partie qui ont une base Linux, donc soit ils vont ouvrir donc, les accès à la base Linux pour derrière que chaque client puisse aller étendre le service comme il le souhaiterait. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir à un moment aller installer d'autres choses, du code, faire tourner des conteneurs, même certains équipements peuvent faire tourner des VM dans notre équipement réseau. Donc ça derrière, en termes de gestion des dépendances, ça va être une tâche relativement compliquée. Donc derrière, en termes de menaces, tout ce qui est lié aux authentifications, ça classique. Le flooding, quand on veut chercher soit à faire tomber la boîte, soit à faire tomber un service précis. Les problèmes de configuration, voilà, une erreur ou une mauvaise configuration intentionnelle. On peut avoir les deux. Tout ce qui est attaque liée au web, étant donné qu'on a un serveur web, généralement la plupart des équipements intègrent un petit service pour aller tester l'API aussi. Est-ce que ça c'est sécure? Bon, on ne sait pas. Il y a toutes les vulnérabilités qui peuvent être liées aux protocoles en eux-mêmes et leur implémentation qui est faite par le constructeur. Les problématiques de spoofing. Donc soit je spoof un service pour aller interagir avec l'équipement, soit je vais spoofer pour faire un man in the middle quelque part. Après, tout ce qui est credential leaking, je l'ai mis là parce que dans les solutions d'automatisation, on va se retrouver donc à générer des tokens, par exemple, pour accéder à notre API. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller, bien que les équipes d'infrastructure qui font des solutions d'automatisation aillent bien observer qu'est-ce qu'ils mettent dans leur repo Git pour ne pas aller, sans faire exprès, exposer quelques variables un petit peu sensibles. Et enfin les malwares, parce que les OS étant de plus en plus ouverts, on est susceptible d'avoir une plus grande réception pour les codes tiers qui seraient exécutés sur la boîte. Qui se ramène à 3 conclusions différentes. Soit on peut faire des DOS, des dénis de service, donc avec une utilisation des ressources trop importantes, soit on va exposer des données, soit on va améliorer notre capacité de mouvement. Et c'est les 3 axes, moi, je vois revenir en permanence. À noter que sur le côté, votre côté droit, il y a ce qu'on appelle le management network, qui est généralement un réseau un petit peu en dehors, qui doit être en dehors de la production si c'est bien fait. C'est un réseau qu'on appelle out of band, qui est censé permettre aux équipes d'infra d'accéder à l'équipement quand l'infrastructure est tombée. Donc ces réseaux out of band, il ne faut pas les négliger. Généralement, il y a un trade-off qui doit être fait. Tout est toujours une question de trade-off entre la facilité d'accès au réseau out of band en cas d'incident et le durcissement de ce réseau-là. Donc généralement, c'est une passerelle VPN qui tourne dans un coin. C'est des fois quelque chose qui est en dehors de la politique générale qui est appliquée à tout le groupe. Donc forcément, peut-être plus vulnérable.
Alors ça s'était illustré, donc il y avait eu un gros incident Facebook l'année dernière, ou il y a 2 ans. Il y avait un problème, leur serveur DNS ne communiquait plus avec l'extérieur. Ils avaient eu énormément de mal à récupérer la main sur leurs équipements parce que leur réseau out of band était très durci. Donc eux, ils étaient tombés dans l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus aller dépanner à distance leurs équipements, et donc ça avait requis, il me semble, une intervention sur site. Donc les réseaux out of band, ça c'est un point aussi hypersensible, parce qu'il vous fait arriver tout de suite dans un segment réseau qui est protégé et qui est à fort privilège. Si on passe dans le control plane, lui, va être plutôt, on va plutôt se concentrer à faire tourner l'ensemble des démons qui supportent les protocoles d'infrastructure. Donc BGP, le fameux. Après, on va avoir d'autres protocoles de routage, ou SPF. Après, des protocoles qui vont servir à encapsuler, VXLAN, GRE, peu importe. Il va y avoir toutes les fonctions de cœur du réseau, de ARP, FHRP, tout ce qui est table de niveau 2. Et ensuite, il va y avoir aussi la capacité du control plane à aller programmer le data plane. Ça veut dire par exemple que si j'injecte des informations qui n'ont aucun sens dans le control plane, potentiellement je peux aller impacter toute ma boîte, tout mon équipement. Donc ça va être sensible à du flooding, soit pour aller, pareil, disrupter un démon en particulier et donc faire couper une interconnexion, couper l'accès au réseau, soit de mauvaise configuration, exploitation de vulnérabilité, spoofing là aussi, potentiellement aussi malware à ce niveau-là, dans les risques, qui aboutit donc au triptyque, le déni de service, l'exposition de données et potentiellement la capacité de mouvement accrue. On peut imaginer la saturation de table niveau 2 et donc après derrière un équipement qui ne se comporterait plus comme il devrait par exemple. Ou si on injecte trop de routes qui seraient injectées au niveau du control plane. Le data plane lui a des ressources qui sont fixes, donc toutes les routes ne peuvent pas être programmées, donc vous avez des problèmes aléatoires avec potentiellement un déni de service à la clé. Donc le control plane, pièce centrale qui peut impacter un peu toutes les opérations. Le data plane, lui, on va être plutôt sur... moi, je vois 2 vecteurs principaux, soit la capacité de la ZIC en question, parce qu'elle a forcément une limite. Donc la capacité de la ZIC, ça va être une capacité de forwarding, par exemple en paquets per seconde, une bandwidth. Donc si on va au-dessus de ça, eh bien, on va pouvoir derrière faire du déni de service. Après, il faut savoir aussi que le data plane, il y a un petit morceau de code qui le gère, un microcode, qui va programmer ce qu'on appelle un pipeline, ce qui est une suite d'opérations que va faire la ZIC. C'est comme ça qu'on a donné un peu plus de flexibilité aux ASIC. Donc, on pourrait imaginer effectivement aussi altérer bien cette fonction-là en envoyant peut-être des paquets mal formés ou en exploitant une faiblesse dans ce microcode. Donc pareil, derrière, déni de service, potentiellement exposition des données, mais on va être plutôt sur du déni de service. Le contrôleur, enfin, lui, il va publier les API. Potentiellement, on va faire tourner des applications tiers dessus, parce que dans tous les contrôleurs, on peut maintenant installer des add-ons, des choses comme ça. Les configurations sont centralisées, donc c'est une cible de choix. Et après, il y a aussi la résilience du contrôleur lui-même. Donc on va pouvoir agir un peu sur ces différents aspects. Pareil, gérer bien les authentifications. Le flooding peut le mettre en défaut. Tout ce qui est problème, donc attaque web, qu'elle va être sensible, parce que c'est un portail web, ce sont des API. Et puis donc différentes exploitations de vulnérabilité, par exemple sur les protocoles qui vont tourner entre le contrôleur et l'équipement réseau en lui-même, ou on peut imaginer d'autres protocoles qui seraient en usage. Pareil, attention aux codes qui sont utilisés dans ces contrôleurs-là, API, token, etc. Donc, j'en viens à la dernière partie. Donc, quelques tips en toute
d'un rookie ingénieur réseau. Pour faire des attaques sur les protocoles réseau, d'abord, il est essentiel de bien connaître le protocole, comment il fonctionne. Donc ça a plusieurs options pour le faire. Donc simuler, avoir des captures de trafic, voir la RFC. La RFC va peut-être vous indiquer qu'est-ce qui est bien implémenté ou pas dans cette implémentation particulière. Peut-être qu'il y a un constructeur qui ne va pas complètement la respecter. Donc ça, c'est un travail un peu fastidieux. Simuler les environnements réseau. Donc maintenant, c'est grandement facilité à mon sens. C'est en format VM, en format de conteneur. Pour ce qui est un peu exotique, on peut émuler les plateformes. Donc ça peut être, donc ça c'est facile pour reproduire et pour analyser. Donc après, faire de l'analyse manuelle, faire du fuzzing sur les protocoles pour essayer d'aller chercher des paramètres qui ne seraient pas bien pris en compte, chercher des déclencheurs, des fois les tailles de champ, les valeurs qu'on peut mettre dedans, je vais l'apprendre à personne, sont mal traitées. Comprendre aussi comment tout ce qui est encryption et authentification fonctionne pour un protocole donné et pour une implémentation donnée. Un fournisseur X va peut-être pas bien implémenter la chose. Peut-être qu'elle sera bien implémentée chez un autre. Donc aussi s'intéresser à cet aspect-là. On pourrait trouver des choses intéressantes. Après, pour chercher des bugs, est-ce que c'est toujours... j'avais ce débat, est-ce que c'est toujours intéressant d'aller chercher sur quelque chose qui est un off-life, donc qui est vieux, qui n'est pas à jour? Moi, je pense que c'est toujours intéressant, parce que le réseau, il y a un dicton au réseau, c'est quand ça marche, on ne touche pas. Donc généralement, dans toutes les infras, c'est comme ça, c'est quand c'est en prod, on ne touche plus. Et donc il y a cette croyance, il y a le fait qu'il y a un facteur économique qui joue aussi, parce que changer des équipements tous les 4 matins, c'est compliqué, ça applique une pression quand même financière compliquée. Faire des mises à jour, ça peut être compliqué dans certains environnements réseau à forte demande d'uptime, parce qu'il faut aller négocier des maintenances Windows, il faut aller négocier avec des business, etc., pour leur dire ça va peut-être couper. Bon, ça, je pense que si on en arrive là, il y a peut-être aussi un problème de design à la base, mais en tout cas, c'est des contraintes auxquelles les équipes réseau, les équipes d'infrastructure sont soumises. Donc pour toutes ces raisons-là, il y a de bonnes chances que les réseaux, les infras fassent tourner un tas d'équipements qui ne sont pas à jour et dont certains ne peuvent pas être mis à jour, par exemple, des DSLAM, des BRAS, parce qu'il y en a tellement, c'est compliqué de les mettre à jour, ou on ne les change pas, ou après ça peut aussi dépendre aussi dans quel pays, des politiques, des régulations qui sont différentes, des contextes économiques qui sont différents. Donc, toujours intéressant peut-être d'aller taper même du end of life, parce que il est possible qu'il y ait quand même des gens qui les utilisent. Quelques points basiques de sécurité. Donc, je vais state the obvious. Enlever toutes les features qui ne sont pas nécessaires. Plus on diminue la surface d'attaque, mieux c'est. Changer les configurations par défaut. On est en 2023, je dis toujours ça. Mais c'est toujours important. Limiter et restreindre quelles adresses IP accèdent à vos devices. Il y a encore bon nombre de devices qui sont ouverts, que ce soit en interne ou pire en externe, mais qui sont trop ouverts. Donc ça, c'est une mesure hyper simple qui permet d'éliminer un paquet de menaces. Pourtant, ce n'est pas tout le temps implémenté. Les credentials, j'en passe. Le rate limiting, j'en passe. Tout ce qui est software et hardware lifecycle, faites vos mises à jour, ça, il n'y a pas de secret. Mais effectivement, des fois, c'est pas forcément à la main toujours à la main des opérateurs. Il faut des supports, il faut des gens qui vous aident dans la hiérarchie pour ça. Tout ce qui est aussi protection du control plane, ne pas laisser protéger le control plane. Donc généralement il y a des sécurités par défaut, mais si vous faites des choses un peu maison, pensez bien à sécuriser votre control plane.
Je dois recevoir des messages BGP que de mes peers. Je dois recevoir des messages, je ne sais pas, de tel protocole que par les autres routeurs qui font tourner ce protocole. Donc c'est un peu lourd à gérer, mais ça n'en reste pas moins utile. Tout ce qui est compliance check sur les configurations, ça peut être utile pour détecter des déviations. Mettons quelqu'un va venir altérer une configuration réseau pour se donner une plus grande marge de manœuvre. Eh bien la compliance va permettre, faire le delta, les diffs des confs, va permettre d'identifier peut-être quelque chose qui va diverger. Alors ça, c'est facile à faire quand on a un petit réseau. Quand on a un réseau avec des milliers de switches, c'est plus compliqué. Il y a sur la sécurisation, le facteur d'échelle aussi est hyper important et hyper déterminant. Et après, suivre les best practices qui sont recommandées par votre vendeur favori, ça me paraît être une bonne chose également. Quand on passe donc à gérer des composants software, donc les équipes infrastructure, surtout les gens du réseau n'aiment pas le software. Donc on laisse imaginer la tête du code et ce qui est utilisé et le soin apporté à la gestion des dépendances. Donc ça, il faut faire, ça malheureusement, à part un examen minutieux, c'est compliqué. Alors maintenant, il y a tout ce qu'on appelle les SBOM, tout ça, Software Bill of Material. Ça peut être une démarche intéressante pour aller cartographier, pour aller dire, ok, ce programme-là qu'on a construit, il utilise ça, ça, ça. Pareil chez vos vendors, savoir quelle dépendance a son software. Donc on se rappelle tous de problèmes majeurs là-dessus. D'où l'intérêt de gérer ces dépendances, surtout quand on part avec un handicap, quand on est une équipe qui ne fait pas de code et qui n'a pas forcément les bonnes pratiques de code à la base. Auditer les codes sources, les repos, attention au leaking de matériel sensible. Voilà. Et puis, je pense que le meilleur conseil, c'est le dernier, c'est parler à vos services sécurité pour les équipes d'infra, et vice-versa, les services de sécurité, allez voir ce que les départements d'infrastructure font. Je pense qu'un des premiers problèmes, c'est la communication. Les gens sont dans des silos, ne se parlent pas forcément. Plus les structures grossissent, plus le facteur organisationnel joue contre la sécurité. Donc voilà, échangez, parlez-vous, et derrière, peut-être, allez, voilà, délivrer la bonne parole, autant que faire se peut, aux équipes. Enfin, je ferai un petit mot sur la modélisation des menaces. Donc, je dis un good, voire mandatory exercise. Donc, pour moi, c'est un exercice plus ou moins obligatoire pour avoir une petite idée du positionnement de son infra, des potentielles vulnérabilités. Alors, j'ai listé 4 points qui me semblaient essentiels dans cet exercice. Alors déjà, le point de départ, il peut être n'importe quoi. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas en faire. C'est ça que ça veut dire. On peut partir de n'importe où et on peut l'appliquer à n'importe quoi. Donc, par exemple, on va partir de l'équipement réseau, on va partir de la topologie, partir, je sais pas, d'une architecture, ou on peut partir du process, par exemple, les process que vous utilisez. Ça peut être différents points de départ. Identifier les menaces et les contre-mesures. Et le mieux, c'est de faire cet exercice avant que l'infra soit en prod. Le fameux security by design. Trop souvent, on rattrape la brique sécurité une fois que tout est en prod. Et là, on part forcément avec un handicap certain. Et on fait cette modélisation de menaces aussi a posteriori. Quand on l'a fait a fortiori avant, eh bien, ça permet peut-être de régler des problèmes en amont. Donc utile. Sur les scopes dans la modélisation des menaces, il vaut mieux faire des scopes restreints et en faire plusieurs et itérer pour avoir quelque chose de lisible et d'actionnable et d'efficace. Si on prend un trop gros scope, on va se retrouver avec des milliers de points, des milliers de contre-mesures et quelque chose qu'on va avoir du mal à implémenter. Donc saucissonner les choses, les découper, ça peut aider au bon déploiement de cet exercice.
Et enfin, chaque organisation est différente. Vous avez sans doute tous vos contraintes. Et il faut toujours se positionner dans l'état d'esprit de l'organisation dans laquelle vous le faites. Donc d'abord peut-être conduire un examen, c'est quoi le business de mon organisation, puis derrière rapporter ça à la technique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? 40 minutes, c'est bon. Merci. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la presse. Est-ce que dans les pistes, on ne pourrait pas aussi envisager de réduire l'attaque en limitant le nombre de hardware? Est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas des solutions cloud ou des choses qui sont devenues de la commodité? On est de moins en moins obligé de les faire à la maison tout seul, parce que c'est justement l'achat, le dédoublement, le monitoring, les compétences. Plus on a de routeurs Cisco, plus il faut les patcher, plus il faut les dédoubler, plus il faut du truc. Bien sûr. Ouais. Et donc du coup, je me demande dans quelle entreprise, aujourd'hui, on a encore besoin fondamental de conserver du hardware et des choses en interne. Oui, il y en a, mais... Oui, non, c'est un point, c'est un très bon point, effectivement. Il y a deux facettes, effectivement, diminuer le nombre d'équipements, diminuer le nombre de vendeurs. Alors effectivement, les entreprises de télécommunications, elles ne pourront pas faire sans. Voilà, j'en cite une. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait que peut-être une entreprise de petite taille aurait plus de mal à gérer un gros parc et donc aller le confier à un tiers derrière peut-être, on va dire, un synonyme. Disons qu'il y aura une partie de la chaîne qui sera gérée. Après, moi, je noterais 2 points là-dessus. C'est que, par exemple, si je vais mettre une solution ou des choses dans le cloud, ça nécessite quand même une compétence pour aller le mettre dans le cloud, parce que, il y a quand même des principes de sécurisation et des outils et des fonctionnalités à savoir manipuler et à savoir mettre en place. Donc ça, je pense que c'est pas anodin, cette chose-là. Et après, le deuxième point, je dirais, la deuxième piste, c'est qu'il faut, après, vous allez donc déléguer une partie du life cycle de la solution donc à votre fournisseur cloud. Donc après, c'est une histoire de confiance entre vous et lui, forcément. Mais voilà, il faut en être conscient. Après, effectivement, le point numéro 1, je pense, c'est après avoir les bonnes pratiques dans le cloud. Donc on avait besoin d'avoir des bonnes pratiques sur site. Mais voilà, il faut savoir aussi les avoir dans le cloud. Après, il y a eu pas mal d'incidents qui ont prouvé qu'il y en avait énormément qui ne les avaient pas. Mais non, après, je vous rejoins, c'est une piste comme une autre. Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Effectivement, ça s'applique au cas par cas. Enfin, la bonne réponse s'applique à celle qui est vraiment dédiée et taillée pour l'entreprise en question. Voilà. Qu'est-ce qui fait du sens? Il faut toujours, moi, c'est toujours mon truc, il n'y a pas forcément de bonne et mauvaise réponse, il y a juste ce qui fait du sens pour une entreprise et un contexte donné.